Bonjour et merci Guillaume et Michel de m'avoir invité à présenter la partie anténatale diagnostic des anomalies ou la morphologie en tout cas du palais postérieur fœtal, qui longtemps restait un objet d'accession très limitée par les examens morphologiques, l'échographie fœtale en particulier, et le diagnostic des fentes palatines postérieures, des fentes vélo-palatines, est longtemps restée mystérieuse pour nous en période anténatale, uniquement suspectée sur des signes indirects. À l'époque, une quinzaine d'années, essentiellement des anomalies de croissance mandibulaire, des hydramnios, qui s'inscrivaient dans des séquences de Pierre Robin. On étudiait à ce moment-là les flux de déglutition, on essayait de voir s'il y avait des flux endonarinaires, endobuccaux qui communiquaient, on essayait de voir, on étudiait la position de la langue sur des coupes sagittales, voir si elle était ascensionnée, si elle restait ascensionnée pendant la déglutition fœtale, et au fil de tous ces arguments, on devinait s'il y avait ou non une fente palatine postérieure, ce qui fait que les fentes palatines postérieures étaient très exceptionnellement diagnostiquées et que les revues de diagnostic à cette époque-là faisaient état de moins de 10% de fentes diagnosticables, de fentes palatines postérieures diagnosticables. L'étude du palais postérieur était compliquée aussi dans les fentes labio-maxillaires et si on regardait également des études de diagnostic à cette époque-là, même en cas de fente labio-maxillaire et palatine, la pertinence et la sensibilité de l'échographie fœtale étaient relativement faibles. Au point qu'à une certaine période, il y a un topo après qui doit compléter ce que je vais dire, mais à une certaine période, l'IRM était devenu potentiellement l'examen qui permettait d'aborder le palais postérieur. Donc on a eu, nous, une période avec l'avènement de nouvelles techniques échographiques, notamment l'utilisation de techniques volumiques. On a eu l'impression qu'on pouvait accéder à la visualisation du palais postérieur. Il y a eu plusieurs auteurs qui se sont penchés sur cette partie-là de l'anatomie fœtale en essayant avec des volumes de reconstruction de la face de pouvoir essayer de visualiser le palais postérieur. Alors ces études étaient assez décevantes, on partait sur des techniques de reconstruction à partir de volumes acquis dans un plan sagittal. C'est ce qui était le plus commun au début de l'utilisation du 3D fœtal, où le mode surfacique qui permettait de reconstruire la face fœtale était utilisé sur ce mode de reconstruction de balayage sagittal. Et la visualisation du palais postérieur était tentée à partir de ces volumes-là. Et quand on regardait un petit peu par l'expérience qu'on pouvait se faire dans ces acquisitions-là, on voyait bien que les images n'étaient pas très satisfaisantes et paraissaient très 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 opérateurs dépendants et restaient un petit peu divinatoires. Et c'est l'époque où j'avais eu à voir en consultation une patiente dont le premier enfant avait été porteur d'une fente vélo-palatine qui n'avait pas été diagnostiquée, évidemment. On ne les diagnostiquait pas à ce moment-là. Et pour lequel j'avais demandé à Guillaume de venir avec moi pour voir si on pouvait voir, elle était à nouveau enceinte, chez l'enfant qu'elle portait, si on pouvait voir le palais postérieur. Et moi, je m'évertuais à faire un petit peu ce que tout le monde faisait à cette époque-là, c'est-à-dire à essayer de le voir sur des balayages sagittales. Et Guillaume m'a dit, mais pas plus, enfin si, moins échographiste que moi quand même. Il m'a dit, mais pourquoi tu n'essayes pas de le voir dans le bon plan? Parce que là, ce que tu fais, c'est pas le bon plan. Et il m'a dit, mais la sonde, essaye de voir le palais en mettant la sonde, en ayant un faisceau incident qui soit dans le plan du palais et pas orthogonal à celui-là. Donc ce que je me suis un peu évertué à faire, c'est pas forcément très facile, il y a un petit coup de main à prendre. Mais le palais nous est apparu de manière quasi anatomique et on a commencé un peu par erreur, on a commencé à le visualiser en utilisant le 3D alors qu'on le voyait très bien en 2D et qu'on le voit très bien en 2D et on a commencé à essayer d'acquérir des volumes 3D. Alors c'est ce que je vais vous montrer, je vais commencer par ça. Mais c'est intéressant parce que c'est à partir de la réalisation de ces volumes-là qu'on a pu quand même fortement progresser et arriver aujourd'hui à dire qu'avec l'examen 2D classique, on peut parfaitement voir le palais postérieur.
Donc c'est cette définition du plan 2D d'acquisition du volume 3D qui permet l'étude fétale du palais qui est décrite ici. Donc habituellement donc, on fait des coupes de profil avec un faisceau d'ultrasons qui va être plutôt perpendiculaire ou avec une angulation de 45 à 60 degrés. Et l'astuce ça a été de basculer la sonde. Voilà, c'est de l'échographie, de basculer la sonde dans un plan orthogonal et ensuite de se mettre à 90 degrés par une rotation pour avoir le faisceau d'ultrasons dans le plan du palais osseux. On se retrouvait dans un plan de la sorte qui permettait alors de visualiser, si j'ai ma petite flèche ici, donc le palais, l'arc mandibulaire, l'arc alvéolaire du maxillaire supérieur et la lame horizontale du palais postérieur, avec un degré de définition plus ou moins marqué des processus ptérygoïdes ici latéralement. Mais ce qui nous a intéressé, ce que m'a dit tout de suite Guillaume, il a dit mais là on voit bien la lame horizontale du palais postérieur et la corrélation donc avec l'anatomie fœtale qui en découle. On pouvait à partir des coupes donc du profil fœtal, mais aussi à partir des coupes récurrentes, celle qui permet d'avoir la visualisation du nez-bouche, hein, celle qui permet et qui est demandée par le comité technique échographique actuellement dans le cadre du dépistage échographique effectué au 5e mois, celle qui permet de faire le diagnostic des fentes labiales et labiomaxillaires. À partir de cette coupe-là, en remontant, on va avoir la coupe du diamètre interorbitaire, ici, avec les cristallins qu'on voit. Et à partir de cette coupe-là, il faut avoir un mouvement de rotation antérieur de la sonde, progressif, qui permet d'arriver dans le plan, toujours pareil, dans ce plan qui va être celui qui est du palais osseux. Et la rotation de la sonde est déjà faite par rapport à l'acquisition de profil. Et on a ici la visualisation parfaite de l'arc alvéolaire, donc du maxillaire supérieur, et de la lame horizontale du palais postérieur. Là, on est sur une structure osseuse, et le voile en lui-même du palais n'est pas forcément visible dans ce plan-là, et on va comprendre pourquoi, enfin vous savez sûrement pourquoi, puisqu'il n'est pas tout à fait dans le même plan. Donc à partir de ce plan d'acquisition, de ce plan obtenu en mode 2D, donc on positionnait la boîte de reconstruction volumique et on lance toujours d'ailleurs l'acquisition du volume dans un plan axial transverse strict qui permet d'avoir donc la reconstruction du palais osseux de manière anatomique. Ça nécessite quelques petits réglages après pour bien régler le volume dans lequel on va intégrer l'étude du palais osseux. La ligne verte ici correspondant au plan ici qu'on va visualiser sur le mode de reconstruction 3D. Ça effectue ces modes-là des coupes qui sont plus épaisses que la visualisation classique avec la sonde 2D. On peut régler l'épaisseur de la sonde comme ça de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm. Ce qui va permettre d'obtenir ce rendu-là, en fait. Avec une sonde en 2D classique, on va avoir une image qui correspond à 1 mm d'épaisseur. Là, on va pouvoir régler l'épaisseur du volume et donc intégrer dans l'image reconstruite des éléments qu'on ne va pas voir forcément avec l'imagerie 2D et obtenir ce rendu quasi anatomique là, du palais. Voilà, donc ici c'était un petit peu plus gros et donc voilà la corrélation qui est par rapport à l'anatomie quasi parfaite. Hein. Là c'est un cliché qui est peut-être mettre dans les livres. On avait fait la couverture de la revue ultrasonde en obstétrique et en gynécologie pour cette image-là, où on a une reconstruction anatomique, où on voyait bien ici l'épine nasale postérieure, les processus ptérygoïdes, la suture interpalatine. Bref, là, on est dans une qualité anatomique qui ne prête pas à discussion quant à la visualisation ou pas du palais postérieur, qui peut être interprété par tout le monde, et notamment par les chirurgiens plasticiens, les chirurgiens maxillofaciales, à qui on va donner ces images quand il y a des fentes, et qui pourront restituer une information parfaite aux parents par rapport à l'anatomie malformative constatée. Alors, de ce qui est la visualisation du voile, c'est un peu plus compliqué. Le voile reste un tissu mou et n'est pas dans le même plan que celui du palais osseux.
Il va être compliqué également du fait que l'écogénicité vélaire est identique à celle de la langue et que la position de la langue sur le voile ne permet pas de différencier les deux structures sur le plan échographique. Donc on a ici, en 2D, donc sur une coupe de profil fœtal défléchi, on a l'individualisation de la langue et puis l'individualisation d'abord du plan du palais osseux ici et puis du voile qui est visualisé ici. Alors là, l'image est plutôt de bonne qualité avec une belle différenciation tissulaire. C'est pas toujours comme ça et parfois on a encore une fois l'écogénicité de la langue assez identique à celle du voile du palais. Et de le voir et pouvoir distinguer ici l'intégrité du voile quand la langue est ascensionnée au moment de la déglutition, ça va être forcément difficile. Donc ici, les corrélations écho-anatomiques, on les retrouve parfaitement bien sur une imagerie échographique ici, la langue, et ici, et le voile qui est en arrière. Là, on le voit, on les individualise parfaitement bien et on voit bien que l'interposition, l'accollement des deux va rendre difficile la visualisation du voile en échographie. Il y a cette angulation qu'on avait étudiée avec Guillaume à partir d'une étude cadavérique et en échographie pour mesurer l'angle entre le voile et le plan du palais postérieur. Et à partir de cette angulation-là, on a essayé d'appliquer la même angulation dans un plan de rotation sagittale pour que, à partir du plan ici où on voyait le palais osseux, en faisant une rotation de 23 à 37 degrés, qui correspond à celle entre le palais et le voile, on puisse isoler le plan de reconstruction qu'on va voir en 3D va correspondre à celui qui est limité par la barre verte ici. Donc si on arrivait à se mettre entre la langue et le voile, on doit pouvoir ici arriver à individualiser le voile du palais. Là, c'est pas bon parce que on voit que la langue et on n'est pas dans le plan de visualisation du voile. Là, on doit arriver à le voir et la reconstruction qui en suit. Alors, c'est pas tout à fait la grappe de raisin, mais on pourrait la deviner ici. Le tissu hyper échogène qu'on voit correspond bien, puisque là, on voit qu'on est dans le bon plan, doit correspondre au voile du palais. Alors néanmoins, l'interposition de la langue peut colmater une division vélaire et rendre impossible le diagnostic de ce type de fente. Alors on peut affiner un petit peu puisqu'on peut incurver, la ligne de reconstruction, on peut bien venir mouler la face antérieure du voile pour essayer de se rapprocher au mieux de l'anatomie. Avec des coupes épaisses, on va intégrer la visualisation de l'arcade alvéolaire antérieure, mais on peut se dire quand même que on peut avoir une image échographique du voile du palais qui correspond à la réalité anatomique. Donc encore ici des images où on peut individualiser le voile et voir qu'on a une corrélation qui est quand même plus que correcte potentiellement avec la réalité. Donc on fait disparaître ici, on rentre dans la cavité buccale, on fait disparaître la langue, la partie postérieure de la langue, puisqu'on est dans le plan franchement accolé à la partie vélaire. Alors si on l'applique à la vraie vie, on voit que ce n'est pas toujours très simple. Ici, c'est toute une série d'interruptions de la lame horizontale du palais postérieur, d'interruptions qui correspond à une non-visualisation de l'épine nasale postérieure. C'est toute une série de fœtus dépistés avec ce type de fente. En noir ici, avec la division osseuse. Et puis, si on faisait le geste de bascule pour visualiser le voile, vous voyez que ce n'est pas toujours très évident. Ici, on arrive à voir l'interruption entre ces deux petites masses échogènes. Ici, c'est beaucoup moins net. Là, ici, c'est un peu plus net. Ça va être lié aussi à la déglutition fœtale et à la position de la langue. Ici, c'est beaucoup plus net. Ici, c'est beaucoup plus net.
Là, on voit moins bien. Là, on voit moins bien. Et du coup, pour ces fœtus-là qui ont des divisions sous-muqueuses ou des divisions vélo-palatines postérieures, la visualisation de la fente vélaire reste quand même peu accessible et on a un taux de dépistage de moins de 50% du fait de cette position de la langue et de cette écogénicité identique du voile à celle de la langue. En 3D ici, on voit l'aluette quand même, mais ça reste limité en soi. Alors, une étude un peu plus générale sur le diagnostic des fentes vélo-palatines en utilisant cette technique de reconstruction 3D, mais aussi en mode 2D, mais aussi en mode TUI, puisqu'on arrive maintenant à travailler les volumes et avoir des imageries qui sont de plus en plus pertinentes. Le palais normal d'abord, avec cette représentation schématique des processus ptérygoïdes de l'épine nasale postérieure et de l'arc alvéolaire du maxillaire supérieur. En mode TUI, on va faire des coupes épaisses et reproduire une imagerie comme un scanner où on va voir la cloison nasale, l'arc alvéolaire, la lame horizontale du palais postérieur. On peut descendre sur la mandibule, voir la luette et le voile du palais. On peut l'aborder ici avec les reconstructions en 3D adjacentes. Voilà, ce qui va être intéressant, c'est surtout de pouvoir voir la lame horizontale du palais postérieur et de s'assurer de son intégrité. Donc on a mis en évidence avec l'expérience 3 ou 4 types d'interruptions échographiques qui correspondent à 3 types différents de fentes fétales, néonatales. D'abord celle-ci où l'interruption se fait de manière horizontale, l'épine nasale n'est plus visualisée, la lame horizontale reste parallèle au plan de la sonde. Et dans cette situation-là, on a retrouvé, là je ne vais pas vous refaire le détail de l'anatomie, on a retrouvé dans cette situation-là des divisions sous-muqueuses. Ça correspondait aux situations que je vous ai présentées précédemment, des divisions sous-muqueuses caractérisées par donc, cette interruption horizontale de la lame postérieure du palais, on ne voit plus l'épine nasale postérieure et on a la division de la luette et l'encoche vélaire postérieure. Donc c'est des fentes palatines de type 1, on les a décrites comme ça. C'est dans ce groupe qu'on constate les divisions sous-muqueuses pour lesquelles donc, la prise en charge sera définie par le chirurgien. C'est habituellement des formes qui sont isolées, qu'on a dépistées en population générale. Néanmoins, je crois qu'il y a quand même un cas de syndrome de Dijorge dans cette population-là. Le deuxième type d'interruption où on voit l'impression d'une verticalisation de la lame horizontale du palais postérieur avec l'interruption qu'on voit médiane, qui paraît s'élever à environ 30 degrés. Dans cette situation-là, on a vu, voilà, on revoit ici la lame horizontale qui paraît se verticaliser à environ 30 degrés. C'est dans cette situation-là qu'on va voir des fentes vélaires postérieures en V, partielles, hein, puisqu'elles restent limitées. Ici, la corrélation écho-anatomique qu'on retrouve. Un troisième type où la lame horizontale du palais postérieur paraît là s'ascensionner quasiment à 90 degrés. C'est l'impression échographique que ça donne. Hein. Cette division assez large, cette interruption assez large de la lame horizontale postérieure, avec cette impression de verticalisation des rebords en fait, qu'on va retrouver ici sur le plan anatomique. Un type 3 où là, la division est complète ici, et les corrélations écho-anatomiques qu'on retrouve très bien par rapport aux images en 2D. Ici et là, on voit bien la différence entre les images précédentes. Donc ce type 2 ou 3 qui correspondent donc à des fentes vélo-palatines en V sont dans notre série largement associés à des associations malformatives et l'enquête sera multidisciplinaire dans ce cas-là et discutée en centre de diagnostic prénatal. Alors le type 4, c'est
plus typiques, c'est celles qui s'inscrivent, c'est des fentes en U qui vont s'inscrire dans les séquences de Pierre Robin le plus souvent, où là on voit clairement la forme en U de l'interruption du palais postérieur, qui est très large. On a toute une série, là aussi, de fœtus avec cette description ici et là du palais postérieur. Et les corrélations anatomiques correspondantes, c'est des fœtus qui ont subi malheureusement des interruptions médicales de grossesse dans le cadre d'associations malformatives complexes. Voilà, ici, c'est ce type d'imagerie qui permet d'avoir une corrélation écho-anatomique presque parfaite, si j'ose dire, et donc de pouvoir avoir une définition du pronostic qui sera beaucoup plus pertinente. Donc ça utilise forcément le plan axial transverse, puisque c'est le seul plan qui permet de voir correctement tout le palais postérieur, de pouvoir étudier le voile en pratiquant des inclinaisons correspondantes à l'inclinaison anatomique du voile par rapport au palais postérieur et par rapport au palais osseux, et donc de définir les différents types de fentes auxquelles on risque d'être confronté. La fente vélaire, elle reste quand même, puisque c'était la question, difficile à diagnostiquer du fait de la position de la langue et de l'écogénicité du voile qui est similaire. Type 4 correspondant au... J'avais pas bien mis. Alors après, on peut prolonger, mais ce n'était plus le sujet de l'étude, de la question de ce jour sur la mandibule. Je vous remercie.